Ce soir à l'émission, les biscuits sourires de Tim Hortons se transforment en dollars pour Moisson-Laurentide. C'était une cause qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Et un nouveau centre jeunesse ouvre ses portes à Sainte-Thérèse. Il y a 70 % à peu près de notre clientèle qui vient de Saint-Jérôme en descendant. En entrevue, je reçois Fabienne Audette qui nous parle de la campagne de Noël de la Fondation des jeunes de la DPJ. C'est des jeunes qui ont besoin qu'on se préoccupe d'eux, qui ont besoin de se sentir choisis. Je m'entretiens également avec le conseiller municipal Raymond Tessier qui passe le flambeau après 40 années de service. Il est temps aussi de préparer la relève. Enfin, Léa Lovric nous parle de la programmation en cours au cabaret-spectacle La Petite Église. On a Sylvie Tourigny, on a Mathieu C, Réal Belland, des grands reconnus, mais aussi beaucoup de la relève. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 19 décembre 2024. Bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Les restaurants Tim Hortons de la région se sont encore une fois associés à la Banque alimentaire à Moisson-Laurentide pour leur campagne de biscuits sourires. Le montant amassé a été dévoilé cette semaine, et les caméras de TVBL étaient sur place. Oui Claude, c'est une somme de plus de 163 000 $ qui ont été récoltés dans le cadre de la campagne Biscuits sourires, dont la moitié ira directement à Moisson-Laurentide. Chaque année, cette collecte de dons prend place durant le mois de novembre et vise à amasser des fonds pour des organismes communautaires choisis par les franchisés Tim Hortons partout au pays. Cette année, ce sont 10,7 millions de $ qui ont été récoltés au profit de 400 organismes communautaires par la vente de biscuits décorés d'un sourire. Ce sont les franchisés d'une même région qui font le choix de l'organisme à encourager pour la durée de la campagne. Mathieu Saint-Cyr, qui est directeur régional des Tim Hortons, nous explique les raisons qui ont poussé les franchisés des Laurentides à choisir cette année encore Moisson-Laurentide comme organisme partenaire. On l'écoute. Ça a été très simple. Le besoin grandissant pour répondre aux besoins des familles en termes de nourriture. C'était une cause qui nous tient à cœur depuis très longtemps. On a déjà fait partie souvent de la moisson dans le passé et cette année, on a décidé de redonner encore. Et Clara, il y a combien de restaurants de la région qui ont participé à la campagne cette année? Cette année, ce sont 56 restaurants Tim Hortons participants qui ont récolté des dons pour Moisson-Laurentide, dont une trentaine dans les Basses-Laurentides. La campagne des biscuits sourires sert à amasser des fonds pour les camps de la Fondation Tim Hortons aussi. Donc, une moitié de la somme récoltée va à cette cause et l'autre moitié à la Banque alimentaire, soit 81 541 $ et 97 sous pour être très précise. C'est près de 30 000 $ de plus que l'année dernière. Ève Massicotte, coordonnatrice au bénévolat chez Moisson-Laurentide, nous explique ce qui a fait la différence cette année. Bien, plusieurs facteurs qui favorisent justement cette augmentation-là. La participation des franchisés est très importante aussi. La publicité que Tim Hortons fait de l'événement aussi y est pour beaucoup. Une deuxième année, les gens connaissent plus l'événement. Et puis aussi à Moisson-Laurentide, on a fait quelques petits ajustements pour justement avoir des bénévoles, avoir une publicité plus grande, un réseau plus grand aussi pour avoir des précommandes. Et cette somme supplémentaire vient un peu compenser les résultats de la Grande Guignolée qui a été moins fructueuse que par les années passées. Oui, la Grande Guignolée des médias qui a eu lieu au début du mois de décembre et dont les résultats n'ont pas été dévoilés officiellement, mais sur les ondes de CIM, la directrice générale de Moisson-Laurentide, Annie Bélanger, annonçait que la campagne était en déficit de 50 000 $, retard qui pourrait s'expliquer par des annulations d'une cinquantaine de bénévoles pour des raisons de santé et par le contexte économique difficile qui freinerait la population à donner. Même si cet événement est passé, la Guignolée a lieu jusqu'au 31 décembre. On écoute à ce sujet Mme Massicotte. Avec les besoins qui sont grandissants, tous les défis auxquels on doit faire face, mauvaise température, télétravail au niveau des bénévoles qui doivent participer, c'est très, très important pour les gens de savoir qu'ils peuvent encore participer jusqu'à la fin décembre. Jusqu'à la fin décembre, il est encore possible d'aller déposer des denrées non périssables directement chez Moisson-Laurentide ou alors dans les points de chute chez les marchands participants. Pour les dons en argent, ils peuvent être faits par le biais du site Internet de Moisson-Laurentide dans le cadre de la guignolée virtuelle. Chaque dollar donné à l'organisme est transformé en 15 $ de denrées alimentaires. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du nouveau centre jeunesse à Sainte-Thérèse. À plus tard, Claude.
La ville de Saint-Jérôme annonçait hier que le maire Marc Boursier subira dans les prochains jours une intervention médicale préventive sous forme de pontage. On précise que cette opération se veut une mesure de précaution afin d'assurer au maire Boursier une bonne santé à long terme. Celui-ci sera donc temporairement absent de ses fonctions pour quelques semaines. Pendant son absence, c'est le conseiller municipal Dominique Boyer qui agira à titre de maire suppléant. TVBL adresse à M. Boursier ses vœux de prompt rétablissement. Le Conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination de Benoît Major en tant que président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, et ce, à compter du 6 janvier 2025. Benoît Major œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus de 25 ans et occupait jusqu'à maintenant le poste de président-directeur général adjoint du CIS de l'Outaouais. Ergothérapeute de formation, M. Major détient également une maîtrise en administration des affaires. La ville de Sainte-Thérèse a inauguré 2 nouvelles œuvres d'art au cœur du village. Une 4e murale intitulée Cinémascope et un 3e panneau rétroéclairé nommé Citadelle ont été dévoilés le jeudi 12 décembre dernier. Cinémascope, murale située sur le mur nord du cabaret BMO Sainte-Thérèse et créé par Jasmin Guérard-Ali et Simon Bachan, se veut un hommage au théâtre Georges qui se trouvait anciennement sur cet emplacement. Citadelle, réalisée par Chloé Chars, est une image photographique reproduite en grand format et installée sur un panneau rétroéclairé sur le mur sud de la Maison du Citoyen. Elle reproduit la grande fenêtre de style néo-gothique qui se trouve sur la façade ouest du collège Lionel Groulx et symbolise par le fait même le passage vers la connaissance. Les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Jérôme ont lancé le processus d'adoption du nouveau plan d'urbanisme et de mobilité durable le 17 décembre dernier dans le cadre d'une séance extraordinaire. L'adoption des projets de règlement d'urbanisme est prévue au début de la prochaine année. Marc Boursier, maire de Saint-Jérôme, indique que ce plan repose sur une vision basée sur les saines habitudes de vie et la lutte au changement climatique. Elle sera échelonnée jusqu'en 2040. Chaque année au Québec, on enregistre plus de signalements à la DPJ que de naissances. Ça fait beaucoup d'enfants qui souffrent de négligence et de mauvais traitements. Et plus que jamais, la Fondation des jeunes de la DPJ a besoin de la grande générosité du grand public. L'organisme tient présentement sa campagne de Noël. Et pour en parler, je reçois Fabienne Audette, présidente directrice générale de la Fondation. Madame Audette, bonsoir. Bonsoir, M. Desjardins. Alors, cette campagne, elle se déploie de toutes sortes de façons, dont cette fameuse publicité télévisée dans laquelle on voit le Père Noël qui est complètement médusé par la lettre d'un enfant dont on sait qu'il ne pourra pas réaliser le souhait. Alors, dites-moi, à quel genre de souffrance on est confronté au contact d'un jeune de la DPJ? À une souffrance qui est profonde, hein, qui est immense et souvent, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont vécu. En tout cas, nous, à la Fondation des jeunes de la DPJ, là, on ne le sait pas. Donc, c'est des jeunes qui ont besoin qu'on se préoccupe d'eux, qui ont besoin de se sentir choisis, importants. Et donc, nous, c'est ce qu'on tente le plus possible là, de faire auprès d'eux. Avec l'argent que vous allez amasser durant cette campagne-là, comment est-ce que vous pourrez aider le Père Noël, justement? Bien, voyez-vous, nous, notre campagne de Noël, elle permet d'amasser des fonds qui vont nous, à la Fondation, nous aider à répondre aux besoins des jeunes 12 mois par année. Oui. Alors, tout le reste de l'année, nos programmes soutiennent les jeunes de 0 à 25 ans. De 0, OK. Vous avez investi justement 2 millions de dollars l'année dernière, juste pour l'année dernière, dans ces programmes-là. Quels sont-ils, ces programmes, en résumé, là, parce qu'on ne peut pas aller dans les détails, évidemment. Alors, le programme dans lequel nos octrois sont les plus importants actuellement, c'est Transition des jeunes vers la vie adulte. Oui. Donc, qui cible les 16 à 25 ans qui doivent quitter le giron de la DPJ et devenir autonomes. Ensuite de ça, c'est Persévérance scolaire. Donc, différentes mesures pour aider les jeunes à maintenir leur motivation, leurs résultats, poursuivre des études autant que possible. Et on a aussi le programme d'estime de soi, saines habitudes de vie, là, dans lequel là, on a beaucoup de soutien et plusieurs autres programmes là, qui sont disponibles là, sur notre site web pour plus d'informations. D'accord. Bon, vous l'avez dit, les jeunes qui sont pris en charge par la DPJ sont extrêmement vulnérables. Ils ont subi des traumatismes, des blessures. Et arrive un temps où ils doivent voler de leurs propres ailes. Là, vous avez parlé là, du programme
programme qui touche la transition là, de ces jeunes-là vers la vie adulte. J'aimerais peut-être qu'on aille un peu plus en détail dans celui-là. Comment est-ce que vous les accompagnez, les jeunes, une fois qu'ils sont majeurs, là? Bon, alors en fait, c'est toutes sortes de types de soutien, des trousseaux de départ pour vivre en appartement, de la thérapie, des cartes d'épicerie, de l'aide pour le transport. Parfois, on va payer des cours de conduite aussi, dépendamment on est dans quelle région, dans quel territoire. Là. Les spécificités régionales doivent entrer en ligne de compte. Là. On a aussi différents programmes d'insertion en emploi, des études, des bourses d'études postsecondaires. Bref, on essaie vraiment de se modeler à la situation de chaque jeune et de voir qu'est-ce que il ou elle a besoin et d'aplanir les difficultés pour, dans le fond, que leur avenir soit le plus lumineux possible et que la route soit la plus facile possible. Une des difficultés importantes, je pense, c'est sur le plan de la scolarité. Il y en a à peine le quart d'entre eux qui, à 19 ans, ont un diplôme d'études secondaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Bien, c'est sûr que là, on parle d'une donnée qui est très préoccupante, hein, surtout si on la compare à la moyenne québécoise, qui est 77% des jeunes là, à l'âge de 19 ans qui ont un diplôme d'études secondaires 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Bien, c'est essentiellement ce que je viens de vous nommer. Donc, du soutien à la transition, de l'aide pour poursuivre des études ou s'insérer en emploi, dépendamment de leurs souhaits, de leurs capacités, et pour devenir autonome et avoir une vie la plus agréable possible. Donc, la Fondation, elle s'ajuste à leurs besoins. Ben voilà. Ben, il y en a 42 000 des jeunes là, qui sont pris en charge par la DPJ et je sais que la Fondation fait un remue ciel et terre pour leur venir en aide. En terminant, je signale qu'on peut s'y prendre de toutes sortes de façons pour faire un don à la Fondation, pas seulement que dans le temps des fêtes. Là. Ces façons-là, elles sont toutes bien indiquées sur votre site Web. On peut vous aider durant toute l'année. Fabienne Audette, présidente directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et joyeuses fêtes. Merci à vous aussi. Après 40 années au service de la population de Saint-Eustache, à titre de conseiller municipal du quartier des Îles, Raymond Tessier a confirmé qu'il ne solliciterait pas un 11e mandat consécutif à ce poste. Il est avec nous pour en parler. Bonsoir, M. Tessier. Bonjour, M. Desjardins. Vous avez pris cette décision-là le 8 novembre 2021, le lendemain de la dernière élection. À ce moment-là, est-ce qu'il n'y avait aucun doute dans votre esprit que c'était ça qui se passerait? Effectivement. Et pourquoi avoir pris cette décision-là? Bien, pas que j'ai fait le tour, parce que c'est infini, hein, le travail dans la municipalité. Je me disais 10 mandats, excusez, plus 68 ans quand je vais avoir. Tu vas sur un autre mandat après, un 11e, ça mène à 72 ans. Est-ce que c'est raisonnable? Il y a des problèmes de santé peut-être, là, j'en ai pas vraiment, mais je pense qu'il est temps. Et il était temps aussi de préparer la relève. Donc, en annonçant ça de bonne heure, j'ai pu voir des gens, des citoyens du quartier des Îles, avec du potentiel comme tel. Et ces gens-là... Les citoyens du quartier des Îles vous ont élu dans 10 élections consécutives. Comment est-ce que... Puis vous avez à peu près jamais eu d'opposition. Comment expliquez-vous cette confiance quasi absolue qu'ils avaient en vous? Ah, c'est un quartier où je suis presque né là. Mes parents sont arrivés en 54, je suis né en 57. Mais ils venaient de Montréal, c'est une partie de la ville que c'était des chalets, des gens anciennement. C'est très familial. Il y a des gens qui ont des familles dans toutes les rues de ce secteur-là du quartier des Îles. Depuis 3, 4, 5 générations sont là, enfants, petits-enfants, grands-parents. Je sais pas, c'est une question d'amour avec les citoyens, ça, je peux voir ça. J'étais invité à plusieurs mariages, des baptêmes,
C'est un peu... Vous êtes typiquement le gars de la place. Les gens se reconnaissent en vous. Exact. Vous avez travaillé, Raymond Tessier, au sein de 4 administrations différentes avec les maires Belle-Île, Prévost, Carignan et Charron. Très rapidement, là, je ne vous demanderai pas lequel était le meilleur. Très rapidement, on vous a confié les grands dossiers culturels de la municipalité. Là, exact. La bibliothèque, le service des arts et de la culture lui-même, etc., etc. Comment c'est arrivé, ça? Est-ce que c'est vous qui avez levé la main au départ ou on vous l'a forcé, la main? Je pense que c'est un peu, vous avez raison, un peu forcé, mais moi, je suis plus un gars de sport. Oui. De sport. Et le maire de l'époque, M. Prévost, avait de grandes ambitions côté culturel pour faire en sorte qu'il y ait un département vraiment de la culture à la ville, tout ça. Puis, considérant que je suis très nationaliste, je m'occupais des fêtes nationales déjà à l'époque dans mon quartier et tout ça, il disait « Raymond, on va partir à un nouveau département de la culture, des arts. C'est pas mal toute ta gang, ça. Ils sont tous séparatistes, ils sont tous nationalistes. Il dit « Je te verrais bien là-dedans. » Il dit « j'ai dit, c'est un défi. Hein. » Et le défi, aujourd'hui, on était une des premières villes de la région à avoir un service pour les services des arts et de la culture, parce qu'avant, souvent, c'est associé au sport socio-culturel comme tel. Et là, avec les grands défis et le succès de tout ça, parce que je ne m'ai jamais dit que j'avais les compétences culturelles, j'ai le goût de réussir ces choses-là, mais c'est bien de s'entourer. Et une des clés, c'était mon ami Jacques Langlois, qui a été longtemps directeur du service. Avec Jacques, on a bâti le service comme tel. Fait que quand que vous arrivez puis il n'y a rien, vous faites quoi? Déjà là, c'est wow, tu sais. Puis le savoir-là, devient de plus en plus gros. Donc, on a créé un conseil des arts, une société de développement culturel. Maintenant, avec M. Charron, c'est rendu une commission de développement des arts de la culture à la ville. Donc, il y a eu une progression. Là, c'est Mme Tessier, qui est pas de lien de parenté avec moi, qui fait un travail remarquable. C'est un défi qui a été, en tout cas, brillamment relevé. Saint-Eustache est reconnu là, comme un pôle culturel important dans la région. Vous partez, mais vous assurez la transition. Hein, vous dites que vous allez appuyer un candidat, mais peu importe qui gagne, vous avez l'intention de l'aider. Pourquoi est-ce que ça doit se passer comme ça pour vous? Moi, je pense que les gens qui quittent puis qui ferment la porte puis qui s'arrangent, je pense que c'est pas correct, c'est immature. C'est faux, ça sonne faux quand que tu dis que tu es là pour les citoyens puis que tu fermes la porte. Moi, peu importe la personne qui va être là, j'ai des piles et des piles de dossiers papier. Moi, je suis un gars de papier. Et je vais donner les angles que moi j'avais. Il y aura sa couleur, la personne qui va être là. Si elle a besoin de renseignements, je vais être le premier à y donner. Et une fois que vous aurez assuré la transition, comment vous allez occuper votre temps? Bénévole à la ville. Bénévole à la ville. Et bénévole aussi dans mon quartier, à l'Association des citoyens du quartier des Îles. Je vais être encore là comme bénévole. Et je vais demander à l'administration, la nouvelle administration, on ne sait pas qui va être là au mois de novembre, de demeurer président de la Corporation des fêtes pour m'occuper de la fête nationale encore pour moi. La fête nationale sera entre bonnes mains. Est-ce qu'il y en a, Raymond Tessier, qui sont contents que vous partiez? Sûrement. Sûrement. Vous savez, quand on tient des choses, souvent je dis au conseil, la bibliothèque, ça a pris 18 ans. Tel dossier, ça a pris 25 ans, l'annexion de Beaubriand, une partie de Beaubriand. J'ai commencé ça en 84. J'ai rencontré à peu près 9 ou 10 maires avec des deux villes. Ça a fait beaucoup de discussions comme telles. Et les gens, il faut être tenace. Il faut pas abandonner. Et peut-être ces gens-là qui me trouvaient peut-être un peu trop tenace vont dire, peut-être qu'ils... Puis là, mais non, j'aime trop
la vie politique. Ouais. Ben, écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Bravo pour cette formidable carrière. Bonne retraite, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes, Raymond Tessier. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous-même, M. Desjardins, merci de cette entrevue. On s'en va maintenant du côté du cabaret-spectacle La Petite Église à Saint-Eustache avec la responsable des communications, Léa Lovric. Bonsoir, Bonsoir. Léa. Alors, on y va d'abord avec une bonne nouvelle. La programmation de 2025 a été lancée. Oui, elle est déjà en vente jusqu'à la toute fin de l'année même. On a des spectacles jusqu'au 5 décembre. Donc, c'est parfait pour ceux qui aiment se prendre à l'avance. À la fin de l'année prochaine, on a des artistes comme Joe Cormier, Andréane Amalette, Coco Béliveau, Richardson Zephyr. Donc, vraiment, une programmation impressionnante pour 2025. Oui. Bon, l'année 2024 n'est pas encore finie. S'il y en a qui sont en retard un petit peu dernière minute pour leur cadeau de Noël, vous avez aussi des rabais à offrir. Effectivement, on a une promotion sur les cartes cadeaux qui a débuté le 9 décembre, qui termine demain, le 20 décembre, à midi. Pour faire attention, c'est une promotion qui est seulement accessible par téléphone ou en personne, donc elle n'est pas accessible en ligne. Donc, il faut venir dans les heures d'ouverture ou appeler à la billetterie. Puis en fait, c'est un rabais de 15 $ sur les cartes cadeaux d'une valeur de 100 $. Donc, vous ne payez que 85 $. Et sur les cartes cadeaux de 50 $, vous avez un rabais de 5 $. Donc, c'est vraiment excellent pour profiter de rabais sur tous nos spectacles ou encore l'offrir en cadeau, comme vous l'avez dit. Oui, très bonne idée. En attendant, en 2025, là, il y a des spectacles intéressants qui s'en viennent. Par exemple, le 14 février, vous recevez une artiste que j'aime beaucoup, moi, Claude Pelgag. Claude Pelgag, oui, qui a un univers absolument émouvant. Ça va être un véritable voyage, je crois, son spectacle. Puis dans notre salle qui est plus intimiste, à 186 places, bien, ça va amener un autre niveau d'émotion, je crois. Puis effectivement, ces mises en scène sont toujours impressionnantes. Il nous reste quelques billets pour ceux qui veulent sauter sur l'occasion, donc c'est le moment. Oui, des spectacles qui marchent très bien aussi en humour. Vous en avez une belle brochette. Oui, aussi. on a une belle brochette. On a Sylvie Tourigny, on a Mathieu C, Réal Belland, des grands reconnus, mais aussi beaucoup de la relève. On a JF Otis, on a PB Rivard, David Bocage, entre autres, qui est à surveiller, qui s'en vient en avril. On aime les recevoir pour leur rodage, mais pas que. Il y en a qui viennent pour leur one-man show, comme c'est le cas de David Bocage, qui jusqu'à tout récemment était un artiste à la relève, mais qui commence sur scène et d'ailleurs a été le scripteur de Catherine Levac. Donc, oui. Vraiment, il est à surveiller. Oui. Il y a un autre artiste qui s'en vient le 1er février, Peter, qui propose une musique pop électro dans une formule intimiste aussi. Exactement, qui est un peu un mélange entre poésie, pop et électro, comme vous l'avez dit, avec une belle mise en scène, encore une fois, très unique. Et puis, je dois aussi mentionner que le jour du spectacle, c'est le jour de son anniversaire. Donc, je lui souhaite une salle pleine pour son anniversaire. Ça serait un beau cadeau. Ça serait un beau cadeau, oui. Et c'est vraiment pour son 5e album qui vient nous voir, qui s'appelle Éther, qui est un album un peu plus dansant que ses autres albums. Donc, ça va être un beau spectacle. Il y a aussi Zach qui sera là le 16 février, un spectacle pour toute la famille. Exactement, un spectacle pour enfants, 5 à 12 ans. Les parents viennent avec les enfants, bien sûr. C'est 18 $ le billet, mais ça rentre dans notre promotion des petits théâtres. Donc, à l'achat des 4 petits théâtres de février à mai 2025, il y a un 8 $ de réduction. Donc, au final, c'est 16 $ le billet. Je pense que c'est une bonne idée pour les sorties familiales qui sont toujours les dimanches à 14 h. Oui, et toujours très abordable, comme vous venez de le mentionner. Léa, c'était notre dernière chronique de la saison. Merci beaucoup pour toutes ces belles propositions que vous nous avez faites cet automne. On se revoit l'année prochaine. Ça a été confirmé. Alors, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Merci, vous également. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Clara, il y a un tout nouveau centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation qui a ouvert ses portes ce mois-ci à Sainte-Thérèse et vous étiez sur place pour l'inauguration plus tôt cette semaine. Oui, Claude, donc à cet endroit se retrouveront des jeunes entre 5 et 17 ans qui seront accueillis pour des séjours de quelques mois et accompagnés dans le but de réintégrer leur communauté suite à un dysfonctionnement dans leur milieu familial ou scolaire. C'est un espace transitoire pour amener les jeunes vers leur vie normale et ce centre, comme vous le verrez dans notre reportage de ce soir, a été construit à l'image des jeunes. C'est un des premiers centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation qui a été conçu spécialement pour cette clientèle. Dans le fond, ça fait plusieurs années qu'on cherchait à avoir un centre plus urbain, plus dans le sud du territoire, parce qu'il y a 70 % à peu près de notre clientèle qui vient de Saint-Jérôme en descendant, et notre centre principal était à Huberdeau. Donc, l'idée, c'était de pouvoir se rapprocher des familles. Tantôt, on disait, pour que ce soit plus facile de travailler la réinsertion familiale, la réinsertion sociale. Fait que c'était ça l'objectif qui date de des années d'avoir un centre plus urbain. Là. C'est spécial parce qu'un centre de réadaptation, généralement, c'est toujours des espaces dédiés à d'autres missions qu'on adapte pour la clientèle. Et là, pour la première fois, c'est un centre qui est pensé pour les jeunes. Fait qu'on a eu la chance, c'est un concours d'architecture, d'aller chercher des gens, des éducateurs, des parents, des enfants qui nous sont venus
parlé aux architectes de comment ils voyaient la réadaptation. Fait que là, l'espace est vraiment mis au profit des enfants. Pas on essaie d'adapter, là, c'est l'inverse. Dans le fond, tous les milieux de vie, la façon dont ils sont conçus, sont vraiment conçus en fonction des besoins des enfants. C'est que dans le fond, dans chaque unité où vivent les enfants, on va retrouver des salles d'apaisement, des salles de décharge quand les enfants sont trop surexcités, ils ont besoin de s'apaiser, des salles multimédia, mais aussi des salons, des salles d'activité de groupe. Dans les unités plus petites, on a aussi des petites salles individuelles où ils peuvent bricoler plus tranquilles. C'est sûr que tout ce qui est leur chambre, dans nos exigences, c'était important que les enfants puissent regarder dehors, autant qu'ils soient assis sur leur lit et sur leur bureau de travail. Ça semble anodin, mais dans la vraie vie, dans nos vieux établissements, il y a des fois où les murs, les fenêtres sont à 4 pieds, les enfants sont même pas capables de regarder dehors. Les plateaux d'activité physique et d'expression, autant que ce soit la salle de danse, que ce soit le gym, mais aussi les gymnases, murs d'escalade, ont beaucoup de polyvalence, beaucoup de plateaux extérieurs, terrain de tennis, pickleball, une patinoire multifonctionnelle. On a aussi des plateaux, des modules d'activité physique plus individuels, là. Un petit mur d'escalade extérieur aussi. Il y a un bloc psychomoteur aussi pour les enfants, un module de jeu comme dans un parc, puis un carré de sable pour les plus jeunes. Dans le fond, pour les enfants qui ne sont pas en mesure d'aller à l'école dans la communauté à cause de leurs difficultés, doivent rester proches de nous. Il y a une école qui est une école du Centre de service scolaire d'Émile-Île qui est intégrée dans le bâtiment. C'est que dans le fond, les enfants vont aller à l'école, mais dans le centre, ils vont traverser une passerelle toute lumineuse, toute éclairée. On a vraiment l'impression qu'on passe à l'extérieur pour aller à l'école. C'est ce qu'on voulait, que ça soit normalisant pour les enfants et qu'il y ait le sentiment, même s'ils ne sont pas capables d'aller à l'école à l'extérieur, d'aller à l'école comme tous les autres enfants. Ça va être un lieu fantastique pour nos employés également ici. Pour le recrutement et pour la rétention, c'est quelque chose de très important et qu'il faut, il faut le mentionner. On a construit un projet à la hauteur de ce qu'on souhaite pouvoir offrir à nos jeunes et à nos employés. Puis, encore une fois, je vous félicite pour ça. Dans le fond, tous les déménagements se sont faits la semaine passée. On a, dans le fond, une unité des ITSA qui est arrivée lundi. Elle était située à La Chute. De notre direction, on a 3 unités de Saint-Jérôme qui sont arrivées mardi, 4 unités d'Huberdeau qui sont arrivées jeudi, puis on avait depuis 2 ans 2 unités à l'hôtel ici à Blainville. Donc, on a une unité qui est arrivée vendredi. Donc, toutes les unités sont pleines depuis vendredi, fin d'avant-midi. J'ai parlé avec une jeune fille la semaine dernière du nom de Caroline. Et Caroline m'a dit, « Madame, quand je suis arrivée dans mon centre, puis j'ai entré, puis j'ai vu les lieux, j'avais le goût de partir en courant. » Elle dit, « Il me semble que quand on va en quelque part, puis on est comme une visite, mais on fait le ménage, puis on s'occupe des lieux, puis... Donc, elle dit... Quand j'ai vu ce que j'ai vu, bien, je me sentais pas vraiment comme si j'étais quelqu'un. Bien, ici, dans les Laurentides, là, les enfants, bien, ils sont quelqu'un. Et voilà, Claude, 90 jeunes habitent maintenant dans le centre qui aura coûté 150,5 millions de dollars. Merci beaucoup, Clara. On se revoit en janvier. Oui, bonnes vacances, Claude. Bonnes vacances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était la dernière émission d'Accès local pour la saison 2024. Au nom de la formidable équipe de TVBL, je vous souhaite un très joyeux Noël et une excellente année 2025.